nous subissons la domination capitaliste sans même nous en rendre compte. Et nous ne nous en rendons pas compte parce que nous fonctionnons sur un ancien logiciel du capitalisme. Le logiciel du capitalisme répressif. Le logiciel du capitalisme autoritaire et moralisateur. Du capitalisme comme méchant. Ce que nous dit Kluskar, c'est que le capitalisme n'est plus méchant. Il est devenu très gentil. Il est devenu très serviable. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus dangereux. Le capitalisme n'est plus méchant, ça veut dire que le capitalisme n'est plus un système qui fonctionne sur la répression morale et pulsionnelle, sur l'effort, sur la privation, sur la retenue. Ça, c'était le capitalisme ancienne formule. Le capitalisme jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'au plan Marshall. Mais le capitalisme a changé. Enfin non, il n'a pas changé. Il a muté. Il a connu sa métamorphose, sa mutation libertaire. Parce que ce n'est qu'en devenant libertaire que le capitalisme pouvait s'assurer le succès de ces nouveaux marchés. Marché du plaisir, marché de la transgression, marché du sexe. Regardez autour de vous. Les panneaux d'affichage, les publicités, les séries télé. Et demandez-vous, est-ce que le système dans lequel je vis m'incite au conservatisme? Ou est-ce qu'il m'incite au contraire au plaisir, au bien-être, à la liberté? La majorité des foyers français sont endettés. Le système de crédit à la consommation, crédit immobilier, c'est l'illustration parfaite de la société du désir. On achète avant d'avoir de quoi payer. On consomme et ensuite on règle la note. Alors la question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal. La question est de se rendre compte que c'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'ancienne conception du capitalisme, dépenser servait d'abord à s'équiper. S'équiper du nécessaire, ou en tout cas, de l'utilitaire. Parce qu'il faut bien satisfaire ses besoins. Le néo-capitalisme n'a plus pour moteur le besoin. Il a pour moteur le désir. Parce que, contrairement au besoin, le désir est illimité. Le désir n'a pas de fin. La publicité vend de l'imaginaire. Elle vend du symbole, c'est-à-dire du futile. Et elle fait passer le futile pour une valeur première. Étymologiquement, futile, ça veut dire ce qui fuit, ce qui laisse échapper ce qu'il contient. Quelle meilleure métaphore du désir? On pense évidemment ici au tonneau des Danaïdes, le fameux tonneau percé. Ce tonneau percé qui représente allégoriquement le désir humain. La futilité, c'est la forme du vide. Et ce que dit Kluskar face à Jacques Séguéla, c'est qu'il est le représentant du vide devenu un marché. Substituer le désir au besoin, c'est donner au marché une étendue maximale. On avait parlé dans un précédent épisode d'Edward Bernays, celui qui a voulu ouvrir le marché du tabac aux femmes et qui pour ça a eu l'idée de faire de la cigarette un instrument symbolique d'émancipation. Une femme qui fumait ne fumait pas. Elle se libérait de la domination masculine. Elle se libérait du poids des traditions. De cette tradition qui l'a dissuadée de succomber à ses désirs et donc de devenir une cible du marché.
Kluskar ne dit pas que la tradition est une bonne chose. Mais il constate que le néo-capitalisme a besoin de détruire la tradition. Mais dès lors que le capitalisme ne s'appuie plus sur cette idéologie traditionnaliste et répressive, dès lors que désormais, il s'appuie sur une idéologie libertaire et permissive, il est nécessaire de le dire. Parce que sinon, on combat un système sans combattre ce qui le rend possible. On combat un système sans comprendre ce qui le fait fonctionner. Sans comprendre ses rouages, ses mécanismes. C'est de la posture. Seulement de la posture. Quand le capitalisme n'était pas mondialisé, mais étatique, c'était anticapitaliste de s'opposer à la nation. Quand le capitalisme n'était pas libertaire, mais réactionnaire, c'était anticapitaliste de s'opposer à la tradition. Quand le capitalisme n'était pas permissif, mais prohibitif, c'était anticapitaliste de s'opposer à la morale. Mais le capitalisme est devenu libertaire. Parce que pour imposer ces nouveaux marchés du divertissement, il a eu besoin d'individus soumis à l'idéologie du désir. Il a eu besoin de consommateurs, de dépenseurs, c'est-à-dire d'une population qui s'aliène par le désir, qui s'abandonne à la pulsion pour mieux s'abandonner à la marchandise. Je cite. Mai 68 témoigne de la plus remarquable manipulation idéologique de l'après-guerre, celle qui assura le passage de la vieille France à la nouvelle France du libéralisme sauvage. En mai 1968, un psychodrame s'est joué au sommet de l'État. Il révéla, à l'évidence, les enjeux de l'histoire, incarnés selon 3 rôles mythiques. Le père sévère, De Gaulle, l'enfant terrible, Cohn-Bendit, le libéral débonnaire, Pompidou. C'est l'affrontement des 3 situations de la bourgeoisie, des 3 systèmes idéologiques possibles. En scène, la vieille France vertueuse issue de la victoire sur le fascisme, et d'autre part, la nouvelle France qui se cherchait et qui s'est accomplie dans la synthèse d'un libéralisme ô combien répressif dans l'acte de produire et ô combien permissif dans l'acte de consommer. Il a donc fallu l'alliance sournoise du libéral et du libertaire pour liquider le vieux, qui a dû s'en aller. Après ce meurtre rituel du père, a été accordé, au sommet, par l'État, la permission du permissif qui a donné accès au marché du désir. Ainsi en est-il de l'ordre nouveau. Les 3 principes constitutifs et antagonistes de la France se sont en fait hypocritement réconciliés dans un commun reniement des valeurs originelles. La production capitaliste gérée par les politiciens de l'alternance et de la cohabitation est consommée selon le modèle libertaire. Cela s'appelle aussi la fin des valeurs, de l'histoire et dénégation de la lutte des classes. Le marché du désir, de l'interdit, du nocturne, a métamorphosé le marché officiel, légal, juridique, selon 3 déterminations capitales. En lui adjoignant tout un nouveau système de profit, en lui servant de vitrine publicitaire, de promotion, libéralisation des mœurs, en lui injectant clandestinement d'énormes capitaux. Ainsi a pu être sauvée, certes d'une manière relative et provisoire, une économie en crise. Aussi, la conscience humaine moderne s'est-elle structurée selon la contradiction du libéralisme, tellement celle-ci était et demeure oppressante. C'est le nouveau statut de l'aliénation. Avant les 30 Glorieuses, la société était organisée, on le sait, selon cette dualité. Classe ouvrière, exploitée, et bourgeoise, potentiellement ou réellement consommatrice. Les uns produisaient sans jouir, les autres pouvaient jouir sans produire. Le déferlement des nouvelles couches moyennes a bouleversé cette répartition conflictuelle, de classe. Maintenant, le conflit est dans les têtes, intériorisé. C'est la nouvelle structure de la conscience et de l'inconscient. Car ce sont les mêmes qui tantôt travaillent et tantôt consomment, selon les incontournables modèles de l'exploitation du travailleur et de la permissivité du temps libre, de la consommation libidinale, ludique, marginale. Tantôt esclave, tantôt maître du monde. Alors s'opère un dédoublement schizophrénique, une causalité folle. Pour jouir, je m'exploite moi-même. Je est un autre, mon contraire, mon patron. Cette névrose objective couronne
la libéralisation des mœurs. Le néofascisme sera l'ultime expression du libéralisme social libertaire, de l'ensemble qui commence en mai 1968. Sa spécificité tient dans cette formule: tout est permis, mais rien n'est possible. Dénoncer les structures du pouvoir suppose de s'en donner les moyens et d'aller jusqu'au bout. De ne pas s'arrêter à une critique de surface, à une critique qui nous fait passer pour un rebelle, alors même que la rebellitude fait partie de la stratégie du système. Quel meilleur système de domination que celui qui se fait passer pour sa propre négation? Combattre le capitalisme, ce n'est pas seulement dénoncer les inégalités, dénoncer les milliardaires, dénoncer ceux dont on sait que nos critiques ne les atteignent pas, ne les effleurent même pas. Combattre le capitalisme, c'est dénoncer tout à la fois, comme le faisait Marx, l'infrastructure économique et sa superstructure idéologique. Dénoncer les rapports de production matériels autant que les rapports de production spirituels, la matière et l'esprit. Mais c'est surtout entendre que nous sommes tous partie prenante de ce système, que nous le subissons tous, autant que nous le nourrissons tous. Le pouvoir aurait disparu depuis longtemps si tous ceux qui prétendaient le combattaient effectivement. On a beau se prétendre anticapitaliste ou anti-système, nous sommes les produits de ce que nous dénonçons. Nous sommes les enfants de la bête sauvage que nous combattons. Je vous remercie.